Hey, salut à toi jeune shinobi. Sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description. J'espère que tu acceptes notre mission de rang S. Je compte sur toi et bonne vidéo. À bientôt. La troisième interview de Ikemoto vient de sortir. Donc, vous savez bel et bien qu'à chaque interview, c'est plein d'informations de ouf. Et celle-là est magique. Maintenant, vous me connaissez un minimum lorsque je rigole et que j'ai le sourire en parlant d'un sujet. C'est que c'est du très bon. C'est que c'est du très très bon. Donc aujourd'hui, parlons rapidement de l'interview de Ikemoto avec un nouveau journaliste donc de la Shueisha. Wow. Donc déjà, on a appris que Ikemoto, le dessinateur, et Kodashi, le scénariste, ne se voient pas du tout en plus d'un an de travail. Ils se sont seulement rencontrés une seule fois, donc le jour de l'interview, et avant ça, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Alors là, vous vous demandez, ouais, mais entre Ikemoto, le dessinateur, et le scénariste, comment les deux bossent ensemble? Est-ce qu'ils discutent par Facebook ou par mail? Et aucun des deux. Ikemoto explique qu'à aucun moment il a envoyé un mail à Kodashi et à aucun moment Kodashi n'a essayé de l'appeler ou autre. En fait, le cas de Kodashi et Ikemoto est vraiment un cas très spécial parce que le dessinateur et le scénariste ne s'appellent jamais et ils s'envoient en fait aucun mail. Donc là vous vous dites, ouais mais c'est impossible, comment le scénariste va donc donner les informations à Ikemoto pour qu'il puisse en fait dessiner la scénarisation donc de son collègue? C'est tout simplement via l'éditeur. En fait, l'éditeur va venir à la rencontre de Ikemoto et Kodashi, venir directement chez eux, savoir comment avance le manga Boruto et le chapitre donc qu'il doit rendre pour une date limite, puisque dans les alentours du 20-25, le chapitre doit être clôturé pour être présent dans le Shonen Jump. Et donc l'éditeur va rencontrer à plusieurs reprises dans le même mois Kodashi et Ikemoto pour vraiment avoir un suivi sur le manga. Et c'est pendant ces fameux moments que Kodashi et Ikemoto vont passer des messages aux collègues. Donc l'éditeur est vraiment une sorte de pigeon voyageur qui va faire passer des messages entre Kodashi et Ikemoto, mais à aucun moment ils vont s'envoyer des mails. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une image spéciale sur le cas de Ikemoto et Kodashi, leur façon de travailler, parce que oui, scénariste et dessinateur, c'est quand même très souvent ensemble, ça bosse vraiment ensemble. Là, il n'y a pas un seul coup de fil, pas un seul mail, il n'y a jamais une seule réunion comme il explique dans son interview aussi. Et ils ont mis plusieurs années avant de se rencontrer. Même lorsqu'ils ont été tous les deux élus entre guillemets pour bosser sur le manga Boruto via Masashi Kishimoto, ils s'étaient en fait jamais rencontrés. C'était tous les deux un peu des hommes de l'ombre. Ils ont bossé ensemble via un pigeon voyageur donc qui était l'éditeur. C'est très spécial, à la fois intéressant. Ma question c'est est-ce que le duo va vraiment marcher? Parce qu'un jour ou l'autre, Kodashi aura peut-être des restrictions, Ikemoto aussi, et puisque les deux hommes ne se connaissent pas dans la vraie vie, je pense qu'il pourrait y avoir des tensions. Après, je n'y connais rien. Donc, on sait que Kodashi donne les grandes lignes directrices donc pour le manga, Ikemoto dessine, il rajoute des choses, des combats, des petits dialogues et tout. Il rajoute vraiment sa petite patte. Et Kodashi repasse dessus, donc il va valider, oui ou non, il va corriger des choses s'il le souhaite. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant. Ikemoto explique également via la deuxième question et via l'interview qu'il était énormément surpris par le flash forward donc du début du manga. Le flash forward, c'était donc le fameux moment où Kawaki affrontait Boruto dans un Konoha dévasté via ce que Kodashi a découvert via les shonen, via les shoujo, les mangas, les seinen, via son expérience de mangaka. Il ne pensait mais alors pas du tout au final que le manga commencerait comme ça, avec une vision un peu du futur, une vision apocalyptique où Konoha était complètement rasé, où on parlait de la fin des ninjas. Kodashi était vraiment surpris et il explique même que toute l'équipe n'avait même pas vu venir le coup de Kodashi. On apprend également que le character design donc de Kawaki a été créé via une inspiration de Sasuke Uchiha et Naruto Uzumaki. En fait, les cas de rivalité dans le manga de Naruto et l'univers Naruto est vraiment des espèces de contrastes et de total opposés. Si tu prends le character design donc de Naruto et de Sasuke, tous les opposent, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, leurs vêtements, leur palette de couleurs, leur façon d'être, leurs éléments du chakra et j'en passe. Et donc il a voulu complètement faire la même chose envers Boruto et Kawaki, les deux nouveaux rivaux du manga. Et franchement c'était là qu'il trouvait vraiment très intéressant le petit character design de Kawaki parce qu'il devait créer un personnage qui était
totalement opposé à Boruto. Le piercing, les cheveux noirs, le dégradé, les vêtements noirs, sa façon de combattre avec une espèce de long bâton. Voilà, il a vraiment créé un personnage qui était de base totalement opposé à Boruto. Et donc vient le moment le plus intéressant de l'interview, c'est donc le journaliste qui va demander, voilà, parmi la palette de personnages très populaires de l'univers Naruto, pourquoi certains n'ont pas revu le jour? On parle d'anciens Hokage, d'anciens Kage, d'anciens compagnons par exemple à Naruto, parce que Shikamaru, Shuji, Sai, Sakura dans le manga Boruto, on les a jamais vus en fait. Tu vois, c'est tout bête, mais Sakura Haruno dans le manga papier, on l'a quasiment jamais vu, je crois même qu'on ne l'a jamais vu, pourtant c'était quand même la collègue de Sasuke et Naruto. Il y a plein de personnages comme ça qui n'ont pas en fait vu le jour encore dans le manga. Et Ikemoto explique qu'il ne veut pas du tout spoiler la suite du manga, mais Kakashi attaqué aura une grande importance dans la suite du manga et très bientôt. Il ne veut absolument pas en fait dévoiler voilà, le futur scénario du personnage, mais il explique que Kakashi lui reviendra sur le devant de la scène avec une très grande importance. Avec Boruto, donc il veut aussi remédier un peu à ce mauvais développement des personnages, et donc il va y avoir plusieurs personnages qui vont revenir sur le devant de la scène, et on va commencer par Kakashi qui encore une fois aura une très grande importance, une très grande mission. On est au sein de Kara de Otsutsuki. Ce sera forcément lié à ça. Kakashi est très bon en infiltration, en déguisement. On suppose donc que Kakashi pourrait aussi infiltrer, pourquoi pas, l'organisation Kara pour essayer d'avoir des informations en tant que, pourquoi pas, membre externe de l'organisation, avoir des petites réponses. Ça ressemblerait complètement au personnage de Kakashi qu'on a vu récemment se déguiser à plusieurs reprises, à se fondre dans la masse pour avoir un peu des infos toutes bêtes, mais là, ça pourrait vraiment être une information importante, avoir un Kakashi qui va se vêtir d'une cape et tout, enlever son masque, voir son grain de beauté, on ne sera pas du tout habitué, mettre une perruque et bim, il va partir en mission au sein de Kara, infiltrer le truc, et il pourrait bel et bien se faire tuer là-bas. En fait, il y a déjà plusieurs théories qui existent sur l'univers de Naruto, comme quoi Kakashi aurait dû mourir maintenant bien longtemps. En fait, quand tu as l'espèce de petit lien sensei-élève qui est placé, souvent le sensei va mourir avant l'élève et ça va continuer comme ça. Si tu prends vraiment le schéma en fait, des statuts élève et sensei, ça se passe très souvent. Sauf qu'on a aussi le cas Sasuke Naruto et leur sensei est encore présent, le Rokudaime Hokage. Il n'a plus ses Sharingan, il n'est plus aussi puissant qu'avant. Et donc là, il va s'infiltrer, je pense, chez l'ennemi. Et donc Kakashi pourrait fortement y perdre la vie. Sachez donc déjà que Kakashi attaqué devait déjà perdre la vie face au Pain Rikudo à Konoha. Mais au final, le fanservice a un peu fait parler aussi et Kakashi est resté en vie. Mais sachez que de base, lorsque Masashi Kishimoto a fait le combat Kakashi vs Pain, Kakashi devait bel et bien perdre la vie. C'était prévu, c'était écrit, mais les fans ont un peu râlé et donc il a gardé Kakashi. Mais de base, Kakashi devait déjà être mort. Le moment pourra donc bel et bien enfin arriver, la mort du Rokudaime Hokage, la mort de Kakashi attaqué. Et en plus, voilà, ça va toujours sur mon même discours, c'est la mort de l'ancienne génération pour faire briller la nouvelle. On a quand même actuellement le Godaime, le Rokudaime et le Nanodaime qui sont encore en vie. On a quand même 3 générations d'Hokage qui sont encore présentes. Est-ce que Tsunade mourra aussi bientôt? Est-ce que Kakashi va mourir aussi? Parce que oui, on a quand même une belle palette d'Hokage qui sont encore présents. Et donc Kakashi pourrait perdre la vie pendant une infiltration à Kara. Après, ce n'est qu'une théorie et je reviendrai dessus très bientôt. Ikemoto explique aussi par la suite donc des événements et de l'interview que l'humour et les dessins humoristiques n'ont pas vraiment de place dans le manga Boruto. En effet, ça a un peu fait le charme donc du manga Naruto à l'époque, de l'anime Naruto Shippuden également. Les dessins humoristiques, les grands yeux, les grandes bouches étaient de what the fuck qui faisaient vraiment rire le monde. Mais il explique, oui, aujourd'hui, en 8-9 tomes de Boruto, il n'y a aucun dessin humoristique parce que dans l'univers et l'histoire de Boruto, l'humour n'a pas sa place, c'est un manga sérieux et il explique même durant l'interview que oui, le manga Boruto sera de plus en plus sombre, de plus en plus glauque, avec toujours des importances et des morts de plus en plus importants. Il a expliqué pendant d'autres interviews, il a fait comprendre via ses éditeurs, via ses dessinateurs, via les animateurs des studios Pierrot, Boruto sera toujours un manga de plus en plus sombre, de plus en plus glauque, là où l'humour n'a pas sa place. Même si Ikemoto travaille énormément sur le manga, qu'il est parfois un peu juste au niveau des horaires et des dates, donc pour rendre son travail,
Au final, Ikemoto prend également le temps de regarder l'animé des studios Pierrot Boruto. Il trouve vraiment que l'animé est très bon, qu'il est même excellent, qu'il y a de très bons développements de personnages. Il est même parfois, d'après ce qu'il expliquait, jaloux de l'animé. Il trouve que la mise en scène, l'animation, le dynamisme est tellement incroyable dans l'animé qu'il est même parfois lui-même dégoûté de son propre niveau parce qu'il a l'impression qu'avec son manga, il ne pourra jamais établir un même niveau que l'animé. Après, c'est normal, on ne peut pas faire les mêmes choses, il y a la musique, il y a les seiyuu, il y a l'animation, c'est normal, mais Ikemoto est un peu découragé quand il voit l'animé et la haute qualité de l'animé. Il explique également que voilà, l'animé prend certaines directions, que l'animé s'écarte beaucoup de ce qu'il fait avec le manga. Il avait beaucoup de mal avec ça au début, mais maintenant il regarde l'animé en se disant que c'est un peu une sorte d'histoire parallèle, qu'il y a une seule et même finalité. L'animé et le manga vont vers la même fin, mais l'animé et le manga ont pris deux chemins différents pour arriver au même objectif, à la même finalité. Et Ikemoto explique que voilà, c'est comme ça qu'il faut regarder l'animé Boruto. C'est une histoire différente, un chemin différent menant à la même finalité. Ikemoto explique également que pour animer les combats et pour dessiner les combats de Boruto, il ne s'inspire pas du tout de Masashi Kishimoto. Et là, vous êtes toutes et tous sur le cul actuellement en m'écoutant. Vous vous dites, ok, donc le créateur de Boruto, il ne s'inspire même pas du créateur de Naruto pour refaire ses combats. Pas du tout. Ikemoto explique que malgré tous les shonen existants, malgré tous les combats qu'il a pu lire et voir en animé, les combats les plus magiques, les plus intenses sont les combats de Akira Toriyama, les combats de Dragon Ball. Alors Ikemoto s'inspire avant tout des combats de Dragon Ball Z et c'est comme ça qu'il travaille ses combats dans Boruto en s'inspirant des combats de Dragon Ball Z et ensuite il regarde un peu l'écriture, l'histoire, la légende du manga Naruto. Alors voilà, vous pouvez vous dire qu'aujourd'hui le manga Boruto est une parfaite fusion des combats de Dragon Ball Z avec le scénario de Naruto, c'est mélangé et ça donne Boruto. Ça, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, c'était dit, je l'avais remarqué il y a maintenant 3 mois avec le chapitre numéro 29 donc de Naruto où les combats c'était beaucoup d'élan, ça se tapait très vite, ça restait un peu sur place, ça partait dans les airs. On avait même une planche de Delta qui avait une position de combat avec des flammes de chakra autour d'elle. Naruto qui avait une position de combat avec des flammes de chakra autour de lui, ça faisait très Saiyan, très combat, très Dragon Ballesque, hein, on va pas se mentir. Et donc Ikemoto valide et officialise la chose aujourd'hui. Mes combats dans Boruto, ils sont inspirés de Dragon Ball Z. Alors on sait que les grands mangas des années 90 et donc 2000, hein, comme Hunter x Hunter, Bleach, Naruto, One Piece et d'autres ont été inspirés par Dragon Ball Z. Mais même aujourd'hui, un manga qui a vu le jour et qui est né en 2016, si je ne me trompe pas, comme Boruto, s'inspire encore et toujours de l'œuvre de Akira Toriyama. Donc je pense que voilà, c'est une œuvre immortelle, c'est une œuvre qui va encore inspirer les plus jeunes mangaka pendant encore des années et des années. Ça c'est magique. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire sur le cas de Kakashi, son développement, sa future grande importance dans la série, sûrement l'infiltration avec Kara. Je vous aime fort, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et Gianni.